Bien bonjour, lundi 16 mars 2020. Cette vidéo s'adresse aux élèves de première SPSVT. Les secondes, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Compte tenu de l'actualité, c'est bien d'avoir quelques connaissances en immunologie. Alors, comme vous le savez, la stratégie n'est pas d'empêcher que le virus passe, mais de faire en sorte qu'il passe de la manière la plus étalée possible dans le temps. Et cette notion de délai, cette notion de temps est très importante lorsqu'on parle de l'immunité adaptative, de cette deuxième type de réaction immunitaire de notre système immunitaire. On est passé au stade 3 de l'épidémie, les gestes barrières très importants avec notamment votre protection et les personnes qui sont fragiles. Parce que vous pouvez être porteur, vous pouvez effectivement contaminer des personnes sans vous en rendre compte. Pas d'automédication pour les jeunes, pas d'ibuprofène sans avis médical. Il existe un risque observé là, par les soignants avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le Doliprane ne fait pas partie des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais bon, voilà, un risque. Un risque, et on verra pourquoi, les anti-inflammatoires sont pas forcément une bonne chose quand on est en infection virale. Le fonctionnement du système immunitaire, nous le reverrons et nous allons approfondir un petit peu nos connaissances, avec cette notion de délai importante dans la réaction adaptative. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui vont avoir des symptômes pendant une demi-journée et d'autres, ça va s'étaler sur 2 semaines. Le fonctionnement du système sanitaire qu'il ne faut pas surcharger, la coquille effectivement dans la vidéo précédente que je viens de corriger, et puis le 15, si vous avez des symptômes, vous contactez le centre 15, vous ne vous rendez pas chez votre médecin ou aux urgences, a fortiori pour contaminer la salle d'attente. Voilà, donc le Doliprane, l'aspirine, l'ibuprofène, 3 types de médicaments qui ont des propriétés antalgiques, antipyrétiques contre la fièvre, antalgiques contre la douleur, et puis anti-inflammatoires contre les troubles de la réaction inflammatoire, qui sont la fièvre et la douleur, mais il y a d'autres manifestations avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On le reverra, on l'a vu avec la fabrication de prostaglandines en TP. Donc l'immunité adaptative, vraiment un volet très important et des notions très importantes. L'immuno, ça va très vite, ça avance très vite. J'espère qu'on trouvera un vaccin rapidement contre le coronavirus, mais si je prends l'exemple d'une épidémie qui a fait énormément de ravages, celle avec l'épidémie du VIH. Alors, sur ce graphique, nous avons ici les 3 phases qui sont précisées. Donc, une primo-infection avec des symptômes, une phase d'incubation qui va être de quelques jours, mais des symptômes viraux, grippaux, qui vont durer sur plusieurs semaines. Et puis après cette mauvaise passe, on a une phase de latence sans symptômes, mais le virus continue d'être présent, il se cache, il mute, et puis petit à petit, le taux de lymphocytes T4 chute, et à un moment donné, il est tellement bas qu'on passe en phase SIDA déclarée. On va voir le rôle des lymphocytes T4, très très important. Tout de suite, tout d'abord, une activité que je vous demande de faire, le test diagnostic du Covid-19 se fait selon 2 modalités techniques, le test ELISA et le test RT-PCR. Je vous demande en une page de me présenter ces deux techniques. Et vous le ferez après avoir vu ce début de cours parce qu'on a besoin de vocabulaire. Pour la PCR, on va notamment rechercher et amplifier les ARN du virus coronavirus. Face à l'immense diversité des pathogènes, comment interviennent les cellules immunitaires au cours de la réaction adaptative, qui est la deuxième phase de la réaction immunitaire. Voilà le problème. Et c'est quoi donc cette réponse immunitaire adaptative? Le programme officiel dit ceci. L'immunité adaptative complète l'immunité innée chez les vertébrés. Donc, chez les vertébrés,
Elle assure une action spécifique contre des motifs moléculaires qui sont plus les PAMP, des trucs un petit peu généraux, mais vraiment des motifs très précis qu'on appelle les antigènes. Elle met en jeu des molécules et des cellules particulières, les anticorps et les cellules qui les produisent, les lymphocytes B devenus plasmocytes, lymphocytes globalement, et associée à l'immunité innée, elle réussit le plus souvent à éliminer la cause du déclenchement de la réaction immunitaire, le plus souvent, il faut le souhaiter. Sinon, c'est un match perdu. Vous vous souvenez de ce schéma animé sur la reconnaissance du pathogène, avec le macrophage qui fait cette phagocytose, qui va reconnaître les PAMP, qui va finalement digérer la bactérie pour isoler des molécules particulières qu'on va appeler des antigènes, et qui va présenter un TCR, un récepteur T d'un lymphocyte T, qui va présenter ces antigènes. Les antigènes peuvent se trouver dans le milieu et être captés par d'autres lymphocytes, mais ils peuvent aussi être apprêtés, c'est-à-dire présentés, et présentés de la bonne façon, pour qu'ils soient lisibles par le lymphocyte T qui est ici. Donc là, le macrophage, cellule présentant l'antigène, ici pour l'échelle, un globule rouge. Quand on observe un petit peu plus précisément au microscope électronique à transmission ici des lymphocytes, ce sont des cellules avec des très gros noyaux normalement et pas beaucoup de cytoplasme, donc un rapport nucléocytoplasmique très, très élevé. Quand le lymphocyte B est activé, il va devenir plasmocyte avec un beau cytoplasme très gros, donc cytoplasme, plasmocyte, et donc fabrication d'anticorps. Ici, sur document 3, c'est les virus du VIH à la surface d'un lymphocyte T4. Le document 4 montre ces virus en microscopie à transmission, par transmission, ça c'est balayage en couleur, ça aussi c'est du balayage, microscopie électronique, avec des fausses couleurs. C'est un macrophage qui est en train d'attraper des bactéries. Ici, un détail de cette image. Ici, en 7, c'est le macrophage quand on l'observe en coupe transversale avec les bactéries qui sont colorées ici. Ça, c'est un granulocyte qui fait aussi la phagocytose, mais vous voyez, la taille du granulocyte, c'est plus petit, la bactérie, elle est plus longue ici. Ici, 9, les mycobactéries de la tuberculose dans un macrophage. Alors, la particularité, c'est que ces bactéries ne sont pas digérées, elles arrivent à se protéger contre la digestion, ce qui les rend assez embêtantes médicalement. Document 10, c'est un macrophage entouré de lymphocytes T qui viennent voir finalement, alors on l'appelle cellule dendritique d'ailleurs, à ce moment-là, ce macrophage présente des antigènes et les lymphocytes regardent si ça match finalement, si c'est complémentaire. Ici, le lymphocyte infecté, un lymphocyte T4 infecté, vous ne le voyez pas bien, mais infecté par du VIH. Et ici, c'est un lymphocyte T4 qui reçoit le message de l'autodestruction et donc il commence à faire cette apoptose là, il s'auto-découpe pour s'auto-détruire. Le graphique que je vous ai présenté, le lien vers l'ENS de Lyon. Ici, très important, dans le mécanisme de l'immunité, la notion de sélection clonale que l'on va voir et surtout la notion d'anticorps, vraiment notion centrale de l'immuno, ces protéines d'anticorps qui ont permis de fabriquer de très nombreuses techniques et des avancées majeures en diagnostic et en thérapeutique. Un anticorps, abrévié AC, ou c'est la même chose qu'une immunoglobuline, alors de classe G, mais en tout cas immunoglobuline pour nous, IG. En antigène, c'est Ag et l'équivalent d'épitope ou de déterminant antigénique. En faisant une grosse approximation, pour nous, c'est déjà pas mal. Ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que c'est anticorps étranger, d'accord ? Et donc, antigène, c'est quelque chose qui porte des gènes étrangers, voilà. Et donc, on va essayer d'éliminer ce corps étranger. C'est quoi un anticorps? C'est une protéine, vous l'avez déjà vu au collège, c'est une protéine qui est constituée de plusieurs chaînes protéiques. On va le voir avec Rastop sur ce TP-là. Plusieurs chaînes protéiques et puis 2 chaînes longues, 2 chaînes courtes et ici
l'équivalent à la partie très variable, la partie qui reconnaît l'antigène ici, et donc chaque anticorps peut reconnaître 2 antigènes, et c'est bien pratique, on verra pourquoi. On a ici la fraction constante. Chez un même humain, toutes les séquences d'acides aminés qui sont ici sont les mêmes, et donc on peut reconnaître l'anticorps d'un individu à cette fraction constante. Évidemment, les lymphocytes fabriquent une grande diversité d'anticorps contre la grande diversité de pathogènes qui traînent autour de nous. Les anticorps se lient très spécifiquement à un antigène, ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant, la liaison anticorps-antigène, et donc la reconnaissance anticorps-antigène. Ce qu'on appelle un complexe immun, c'est quand justement les deux sont accrochés l'un à l'autre. Complexe immun. Les anticorps recouvrent le pathogène et le rendent phagocytable. On le verra, les phagocytes reconnaissent la fraction constante qui est ici, lorsqu'elle est liée à un antigène. Donc ici, j'ai le complexe immun, là, que j'entoure, avec l'anticorps et l'épitope, l'antigène. Ici, j'ai une autre représentation d'un anticorps. La FAB, la fraction variable, antigen binding, ça veut dire, et puis la FC, la fraction constante. Un peu de gym pour vous ce matin, donc vous pouvez, si vous êtes une fille, faire la position de l'immunoglobuline, ou si vous êtes un garçon, la position de l'anticorps. Il suffit d'avoir deux chaînes longues, chaînes lourdes, et puis 2 chaînes légères, c'est vos bras. Les 2 chaînes longues et ici, chacune forme un bras. Avec au bout vos petites mains. On applaudit bien fort. Voilà. Un petit peu de gym pour vous ce matin. Les classes d'immunoglobulines, ça c'est pour ceux qui iront en médecine. On les apprend, les différentes classes, parce que effectivement, dans certains cas, on peut avoir des immunoglobulines des anticorps qui vont être reliés et former un pentamère, ou être reliés et former un dimère ici d'anticorps, qui vont donc avoir la possibilité de reconnaître 4 fois le même antigène, ici 10 fois le même antigène, donc c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir agglomérer les antigènes. Et une des premières techniques qui a utilisé cette reconnaissance anticorps-antigène, c'est la technique de Louche-Terloni. On l'a fait en classe, j'espère que vous pourrez la faire en TP très prochainement. On a une gélose. Dans cette gélose, on va creuser des puits. Dans ces puits, on va verser des liquides, du sérum, qui vont contenir soit l'antigène, soit les anticorps. Et lorsque l'on a l'anticorps spécifique de l'antigène, entre les 2 puits, il va se former ici, je ne sais pas si vous le voyez, un trait blanc qui est un arc de précipitation, un arc de complexe immun anticorps-antigène. Les anticorps recouvrent le pathogène, le rendent phagocytable, ici le pathogène, et donc vont permettre au phagocyte de le boulotter plus facilement, de le phagocyter plus facilement, et de le digérer également plus facilement. Pour le TP anagène Rastop que vous avez en copie dans Pronote, vous avez un certain nombre de fichiers qui nécessitent soit anagène, génigène, soit Rastop, donc des fichiers PDB et des fichiers EDI. Vous utilisez ceux qui sont indiqués dans le texte. Mais une notion importante, c'est que la GP120, c'est une protéine du VIH, une protéine à la surface du VIH, et donc constitue évidemment un antigène. Cette GP120, c'est une grosse protéine qui peut contenir, donc si ça c'est l'antigène, la GP120 va contenir différentes petites séquences d'acides aminés qui vont pouvoir être des sous-antigènes qu'on appelle les épitopes. Attention, donc là, sur ce TP, les fichiers PDB font des zooms sur cette partie-là. On n'a pas l'anticorps complet, le Y complet. On a juste la main qui attrape l'antigène. Quel est le bon anticorps qui reconnaît cet antigène? Ça, c'est la question du TP. Très 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 importante la notion de la sélection clonale des lymphocytes B. Alors avant de commencer l'explication du schéma, la notion de clone cellulaire. Les lymphocytes B sont fabriqués dans bone marrow, comme B, donc la moelle des os longs, et vont circuler après avoir été sélectionnés. Mais ils circulent avec la possibilité, donc ils circulent dans une fois qu'ils sont fabriqués, mais il y a une grande diversité de lymphocytes B qui sont fabriqués. Cette diversité, elle se voit sur les anticorps de leurs membranes qui sont ici.
Alors, on les a fait d'une différente couleur, mais c'est surtout les anticorps de membrane que vous avez aussi ici, qui constituent la diversité. Et cette cellule rouge qui est ici va se multiplier pour former des cellules rouges qui auront le même anticorps, les mêmes anticorps de membrane, ce sera un clone cellulaire. Et donc, dans le sang, il y a des cellules qui font partie d'un clone cellulaire, de lymphocyte B, de lymphocyte T4, etc. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une infection? Vous vous souvenez du schéma de la semaine précédente. Des antigènes peuvent être présents dans le milieu et vont pouvoir être détectés à la volée par des lymphocytes B qui passent par là, alors qu'ils ont été recrutés également par des interleukines de l'inflammation. Donc, nous avons ici Gavotte, nous avons ici Anastasia, nous avons une autre princesse voilà. Et puis ici, on a Cendrillon, la belle Cendrillon qui a la chance d'avoir le bon anticorps, de fabriquer le bon BCR, le bon récepteur membranaire de lymphocyte B, le bon anticorps membranaire ici, qui reconnaît l'antigène, le petit bâton rouge que j'ai fait ici. Et donc, vous avez effectivement la magie de la pantoufle de verre qui colle bien au pied. Dans ce cas-là, ce lymphocyte B, ce clone de lymphocyte B qui va se multiplier, mais voilà, ce clone de lymphocyte B est sélectionné, il est activé, il reçoit des messages chimiques pour l'activer, il va se multiplier, c'est la prolifération, l'amplification, il est compétent, puisqu'il reconnaît l'antigène, il va se multiplier et se différencier d'une part en lymphocytes mémoire qui vont servir si jamais on revoit passer un peu plus tard cet antigène, ou alors se différencier, et c'est le plus important à court terme, en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Les anticorps sécrétés sont ici, donc les plasmocytes avec le gros cytoplasme. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette multiplication, cette sélection clonale, le mécanisme de l'activation, de l'amplification et de la différenciation, ça prend du temps. Et donc, pendant ce temps-là, l'immunité innée peut être débordée. L'immunité innée peut ne pas être largement ne pas être suffisante et on va avoir des symptômes qui vont durer plusieurs jours. Et donc, si les symptômes sont trop violents, si la réaction inflammatoire est trop violente, ça peut conduire à la mort. Donc, il est très important que le relais soit pris par cette immunité adaptative et que cette sélection clonale se fasse assez rapidement et efficacement. En fonction des individus, cette efficacité est variable. La réponse immunitaire avec lymphocyte B peut être de délai et d'efficacité variable. Même si on a déjà un clone qui est sélectionné, on continue de faire un défilé parce que peut-être que dans le défilé des princesses lymphocyte B ici, on en a une qui sera encore plus spécifique de l'antigène et qui aura un pied qui rentre encore mieux dans la pantoufle de verre. C'est une possibilité, ça se prolonge. L'immunité adaptative par action des lymphocytes T8, ça, je vous propose de faire une pause. On va déjà digérer tout ce qui a été dit et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour une seconde vidéo sur la suite de cette immunité adaptative. Je vous remercie.